Je pense que les pourparlers d'Abu Dhabi sont plus un habillage qu'une réalité, et je pense que les pourparlers, s'ils doivent arriver à une fin, ne seront pas dus au processus d'Abu Dhabi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait véritablement de progrès, pour une raison simple, c'est qu'il y a un des opérateurs, qui est Zelensky, qui n'est pas prêt lui-même à faire des concessions véritables. Je me souviens que récemment, il a fait une déclaration en disant qu'il était prêt à aller rencontrer le président Poutine parce qu'il y avait des sujets sensibles. Il n'a pas dit qu'il était prêt à donner les 4 oblasts qui sont la principale revendication de la Russie. Et par ailleurs, il a fait faire une déclaration par son ministre des Affaires étrangères, je crois, comme quoi, où il a fait une déclaration lui-même, comme quoi il fallait tuer 50 000 soldats par mois russes pour que les Russes soient prêts à discuter. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans les conditions d'accepter quoi que ce soit et qu'il voulait aller voir Poutine pour faire un peu de cinéma, disons, mais pas dans le but. Donc je considère pour ma part que parmi les trois entités qui sont actuellement en train de négocier, c'est-à-dire les Russes, les Américains et les Ukrainiens sont ceux qui sont le moins prêts à une véritable concession. Pour le dire autrement, ils ne sont pas encore ce qu'on appelle à l'os, c'est-à-dire dans une condition où ils ont besoin de faire véritablement des concessions, et j'expliquerai pourquoi. Ce qui motive non pas les progrès, mais en tout cas le processus de négociation, qui, je le pense, est une bonne chose, c'est essentiellement la volonté de Trump. Parce que je rappelle que Trump, au moment de sa campagne, avait dit qu'il arrêterait le conflit en 24 heures. Ça fait 1 an qu'il est élu et le processus de paix n'a pas abouti. Donc Trump est en décalage par rapport aux promesses qu'il avait faites à son propre camp. Donc s'il y en a un qui voudrait bien que la paix se fasse, pour qu'il puisse la déclarer avant les midterms qui auront lieu en novembre, et il y a encore le temps, il faudrait que la paix soit faite d'ici là. Mais comme par ailleurs Trump est entre les mains de ceux que j'appelle les nostalgiques de la grandeur passée de l'Amérique, qui ne veulent pas qu'il se présente lui-même comme quelqu'un qui a perdu une guerre, et comme quelqu'un qui est un perdant, il veut que ça soit Zelensky qui endosse la responsabilité de la défaite. Donc lui va faire pression sur Zelensky, mais si Zelensky ne veut pas, lui-même ne va pas le faire, alors qu'il peut le faire, puisqu'il a la main sur le système, ce qu'on appelle Starlink, c'est-à-dire le système de M. Elon Musk des satellites, et il suffit qu'il demande à M. Musk d'arrêter les satellites, la couverture satellite pour l'Ukraine, pour que la guerre soit faite en 24 heures, soit terminée. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut que ce soit Zelensky qui aille, comme on dit, à Canossa, c'est-à-dire qui aille voir Poutine, qui accepte d'abord la défaite et ensuite qui aille voir M. Poutine, non pas pour négocier avec M. Poutine ce que Zelensky voudrait faire et ce que M. Poutine ne veut pas, mais pour reconnaître et signer la paix. Et aujourd'hui, pour l'instant, Zelensky ne veut pas. La question de la présence de troupes étrangères en Ukraine est effectivement une question extrêmement sensible, et en même temps, d'une autre façon, c'est une question qui n'est pas sensible du tout, dans la mesure où les Russes ont toujours dit depuis le premier jour qu'ils ne voulaient pas de troupes étrangères en Ukraine. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à tout moment, le camp occidental
peut considérer qu'il y a une violation du cessez-le-feu ou n'importe quoi, il peut reprendre la guerre à tout moment. Donc c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des Russes que les Russes ne peuvent pas accepter. Donc il n'est évidemment pas question que ce système se mette en place. Et les Russes ont d'ailleurs prévenu que du jour où il y aurait des troupes étrangères qui viendraient, ils les considéraient comme belligérantes et ils tireraient dessus. Donc de toute façon, il n'y en a pas. Donc la véritable question derrière cette question, c'est pourquoi est-ce que Zelensky continue à demander des troupes étrangères alors qu'il sait qu'il n'y a aucune chance pour qu'il y en ait? Alors, l'une des réponses, c'est parce qu'il veut continuer à faire la guerre, et j'expliquerai plus tard pourquoi. L'autre réponse, c'est que comme il sait qu'il a perdu militairement, il veut conserver vis-à-vis de l'Occident l'image de quelqu'un qui est une victime. Alors qu'au départ, les Russes sont rentrés dans le Donbass parce que les troupes ukrainiennes ont attaqué le Donbass et ont bombardé le Donbass pendant 8 ans. Donc, vis-à-vis des Russes, et à mon avis, ce sont les Ukrainiens qui sont les agresseurs et non pas les victimes. Mais le fait de dire « Regardez, nous ne sommes pas défendus contre les méchants Russes », c'est une façon de dire vis-à-vis de l'Occident. Et c'est l'Occident qui est important pour Zelensky aujourd'hui, parce que c'est sa chambre d'écho politique et c'est sa source financière de revenus aussi, et ça c'est fondamental, ça lui permet de se présenter comme une victime. Je pense que c'est purement rhétorique de sa part, mais c'est efficace, certainement. Le principal point de blocage à la négociation, c'est le fait que Zelensky continue à percevoir des revenus à partir de cette situation, d'une part, et d'autre part, le fait qu'il y a autour de lui une clique de personnes, de mafieux pour ne pas le dire, que lui alimente à travers tout ce qu'il reçoit de l'Occident, les armes, les munitions, l'argent, les prêts, etc., et qui doit continuer, toutes les yens, qui doit continuer à servir, alors en envoyant de l'argent, des carcasses à manger, etc., tant que la guerre dure. Donc son objectif aujourd'hui, à mon sens, n'est pas militaire, mais est d'abord mafieux. Et tant que ces troupes qui sont autour de lui, et ces groupes de pression qui sont autour de lui, qui sont d'ailleurs autant des Ukrainiens que des étrangers qui reçoivent les rétrocommissions, tant que ce groupe qui vit de la guerre ne considérera pas qu'il n'y a plus d'argent à gagner parce qu'ils auront mangé tout ce qu'ils peuvent manger, à ce moment-là, la guerre ne s'arrêtera pas. Donc, même si aujourd'hui, d'après les renseignements que je peux avoir, il y a environ 20 000 soldats ukrainiens qui désertent tous les mois, ce qui est énorme, tant que la logique de la guerre, et surtout la logique prédatrice de la guerre continue, à ce moment-là, M. Zelensky ne s'arrêtera pas. Et c'est ça qui est le principal blocage, évidemment. On n'est pas du tout dans une logique géopolitique, mais on est purement dans une logique mafieuse, et la logique mafieuse est plus durable que la logique politique, parce que même si politiquement et militairement la défaite est déjà là, sur le plan mafieux, il y a encore de l'argent à tirer de cette situation. Alors, la formule d'Anchorage est très intéressante parce que c'est là qu'il y a le véritable but de la guerre. Derrière ce que l'on voit, c'est-à-dire la guerre militaire, la guerre politique, la guerre mafieuse, il y a la véritable guerre, le véritable processus qui a démarré à Anchorage et qui est un processus de paix et d'enrichissement mutuel entre les Américains et les Russes. Je rappelle que le principal conseiller de M. Poutine qui était à Anchorage était M. Kirill Dmitriev, qui est son conseiller pour les financements extérieurs. Et du côté des Américains, c'est le propre gendre de Donald Trump qui s'appelle Jared Kushner. Voilà.
Or, M. Kouchner et M. Dmitriev se connaissent extrêmement bien puisque Kirill Dmitriev, qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, avait cherché à rencontrer Jared Kouchner en 2015, c'est-à-dire avant le premier mandat de Donald Trump. Par ailleurs, Kirill Dmitriev aujourd'hui a 50 ans et Jared Kouchner a 44 ans. Donc, ils sont de la même génération. En autre point, M. Kirill Dmitriev a été nommé par M. Poutine en février 2025. C'est-à-dire que dès que Trump a été mandaté, tout de suite après, Poutine a nommé Dmitriev comme son conseiller. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'entre lui et Kouchner, il y a un chemin qui est pratiquement direct pour négocier ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, c'est énorme. C'est l'investissement dans les terres rares, dont les Américains ont tellement besoin, l'investissement dans le gaz et le pétrole, ce qui permet aux Russes de développer plus vite, c'est tout ce qui concerne l'Arctique, où il y a énormément de choses à tirer, tout ce qui concerne les brise-glaces, pour lesquels les Russes ont 40 ou 45 brise-glaces, alors que les Américains n'en ont qu'un ou deux qui sont vieillissants. Donc, il y a toute une partie qui est énorme, qui est à discuter aujourd'hui et qui passionne les banques américaines en particulier, mais qui ne peut se faire véritablement que le jour où la paix se fait. Donc, en fait, l'objectif de M. Trump, c'est de pousser, comme on l'a vu, sur Zelensky, de façon à ce que Zelensky craque à un moment donné, et surtout que ça soit son entourage et les mafias qui sont autour de lui qui craquent parce qu'il n'y a plus rien à gagner. Et je pense que ça va venir progressivement, puisque les Américains ne payent plus et que les Européens payent de moins en moins malgré ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc ça va s'arrêter, je dirais, faute de combattants. Quand la source va être tarie, à ce moment-là, on découvrira comme par miracle que tous les investissements croisés des Russes et des Américains sont prêts. C'est ce que j'appelle les carottes. On regarde des bâtons, tout ce qu'on voit de discuter, c'est ce que j'appelle les bâtons. Quand est-ce qu'on va arrêter de se taper dessus, comment, pourquoi, etc. Mais ça cache la véritable négociation qui est la plus intéressante, qui se fait dans la totale discrétion entre les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, dans laquelle les Européens n'auront rien du tout parce qu'ils sont tellement bêtes qu'ils continuent à soutenir la guerre alors qu'ils devraient dire « nous voulons être partie prenante de la négociation de ce que j'appelle les carottes ». C'est ça qui est passionnant. Et ça, c'est en train d'être discuté, contrat par contrat, gisement par gisement, etc., etc. Et dedans, il y a évidemment BlackRock, toutes les grandes banques américaines. Et ça, évidemment, c'est passionnant. Mais ça, on n'en entend pas parler. Et voilà la véritable affaire. Et ça a démarré en Corrège, ça, où M. Dmitriev était présent. Alors d'abord, si les Européens sont absents du processus de négociation d'Abu Dhabi, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, du fait que cette négociation cache la véritable négociation qui est celle où les Américains et les Russes se partagent les richesses dans une forme de nouveau Yalta économique, les Européens n'en font pas partie. Donc ils sont un alibi, parce que le fait qu'on se concentre sur ce qui n'a pas d'importance, je dis pas d'importance, c'est pas véritablement pas d'importance, mais de toute façon ce processus de négociation que l'on voit s'arrêtera lorsque le président Poutine aura décidé de le faire, puisque c'est lui qui a les clés de toute façon, de par sa victoire militaire. C'est ce qu'il a expliqué. Il a dit de toute façon, soit par les négociations, soit par le militaire, j'atteindrai la totalité de mes objectifs. Donc le seul qui a la clé et qui sait quand il veut s'arrêter, c'est Vladimir Poutine. Donc d'une certaine façon, cette négociation est un alibi. Donc les Européens servent, de par leur positionnement, à cet alibi. Et l'autre raison, c'est parce qu'ils ont pris une attitude tellement bloquée et tellement bête, et je vais expliquer pourquoi,
dans cette négociation que, quelque part, les Américains et les Russes les ont punis. Ils les ont mis au pain sec. S'ils avaient dit, écoutez, on veut discuter, on a dit à Zelensky qu'il fallait qu'il accepte un certain nombre de choses, etc. Bon, ils auraient eu un argument pour dire, écoutez, on veut être partisans du processus d'Abu Dhabi, mais comme ils ont dit non, 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 et surtout Macron, il faut punir les Russes, il faut envoyer des troupes sur place, etc. On leur a dit, bon, bah, puisque vous n'êtes pas contents et puis parce que vous n'êtes pas coopératifs, eh ben, vous n'êtes pas à la table. Vous n'êtes même pas au menu d'ailleurs, parce qu'on dit que quand on n'est pas à la table, c'est qu'on est au menu. Les Européens sont dans la situation à la pire, parce qu'ils sont ni à la table, ni au menu. Ils sont juste dans l'antichambre en train d'attendre qu'on leur dise quand est-ce qu'ils peuvent venir. Bon, donc c'est très frustrant pour les Européens, mais c'est leur propre... Ils sont là à cause de leur propre faute. Alors, si je peux rajouter, je vais rajouter un petit élément, c'est pourquoi est-ce que les Européens se comportent de cette façon. Je pense qu'il y a deux raisons principales. Une première raison, c'est parce que ils ont besoin de faire de la politique de la terreur vis-à-vis de leur propre peuple, parce qu'eux-mêmes sont dans une situation politique tellement précaire. Je rappelle que M. Macron n'a même pas 20% d'opinion favorable, alors que M. Poutine en a 80%. Ils sont dans des situations tellement graves et tellement difficiles qu'ils essayent de faire de la politique de la terreur comme ils ont fait au moment du Covid. Donc, à l'époque, ils nous disaient, regardez, il y a des morts, des morts, des morts, des morts pour faire tenir les gens tranquilles. Et là, ils leur disent, ça y est, ça y est, ça y est, les Russes vont nous envahir pour faire tenir les peuples tranquilles, exactement pour la même raison. Donc ça, je dirais que c'est une raison de politique interne. Et l'autre raison, c'est que je pense qu'ils disent que leur ennemi est M. Poutine, ou plutôt que M. Poutine, que eux sont l'ennemi de M. Poutine, mais en réalité, leur véritable ennemi, c'est M. Trump. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, aussi bien Trump que Poutine sont des conservateurs, qui parlent de la famille, qui veulent l'État, qui veulent la nation, qui veulent le développement de leur peuple. Eux, ce ne sont pas des conservateurs, ce sont des progressistes. Donc ce sont des mondialistes qui sont les porte-paroles des grandes forces économiques et culturelles mondialistes. Et tout ce qui est conservateur, pour eux, c'est l'ennemi absolu. Donc leur ennemi principal, c'est M. Trump. Et s'ils peuvent faire en sorte que la guerre ne s'arrête jamais et qu'elle continue, avec cette espèce de jeu très malsain qu'ils sont en train de faire en disant à Trump, oui, oui, on va t'aider, puis en même temps, il nous faut des garanties, etc. Ils mettent M. Trump en position de désaveu potentiel par rapport à son mouvement MAGA qui est pacifique et même pacifiste et qui lui a dit arrête les guerres pour t'occuper de nous et pour t'occuper des Américains pauvres. Donc, quelque part, il joue un jeu qui consiste à glisser à M. Trump des pots de banane sous les pieds, si c'est possible, pour qu'il s'empêtre dans les guerres et qu'il perde ses élections de mi-mandat et ses élections ensuite, les élections finales, et qu'on ait le retour des démocrates. Donc, c'est tout à fait possible, et la preuve que ça marche, c'est que Trump, aujourd'hui, est de fait empêtré dans ces guerres, aussi bien la guerre du Moyen-Orient que la guerre de Russie, et ne peut pas retourner vers ses électeurs en disant, voyez, j'ai réglé le problème. Donc, c'est très subtil, mais on pense que c'est stupide. Sur le plan géopolitique, c'est stupide, mais sur le plan psychologique par rapport à M. Trump, c'est pas stupide du tout, c'est même assez malin. Actuellement, comme on l'a vu, le processus de paix se déroule sans les Européens, pas plus le processus de ce que j'appelle les bâtons, c'est-à-dire le processus de paix sur le terrain, que le vrai processus, l'autre, que j'appelle les carottes, qui est comment on se partage les richesses de demain. Ils sont partie prenante ni dans l'un ni dans l'autre. Mais leur seul rôle est un rôle je dirais, de mettre un maximum de bâtons dans les roues dans le processus pour faire en sorte que
si possible, ils n'aboutissent pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ils visent, ils sont des empêcheurs de tourner en rond, c'est leur seul rôle, à mon avis, aujourd'hui. Alors, je pense que plus les choses vont avancer, plus un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'Europe, et même les Allemands, qui aujourd'hui font partie du processus de ce qu'on appelle les volontaires, qui sont ceux qui sont les plus anti-russes, vont commencer à tourner leur veste quand ils vont voir qu'ils sont enfermés dans un système géostratégique dont ils n'arrivent pas à sortir. Donc, ceux qui ont le plus à perdre dans ce processus sont les Allemands. Et je pense qu'à un moment donné, aussi bien les Allemands que les Italiens, qu'un certain nombre, vont se dire, mais ça ne marche pas, donc utilisons notre autre main pour aller sortir de ce blocage et essayer de tirer un avantage de cette situation en disant qu'on est prêt à négocier, en ayant une position simplement moins dogmatique et plus intelligente. Je pense que c'est ce qui va se produire. Je ne suis pas sûr que la France le fasse, d'abord parce que le président Macron n'a plus rien à perdre parce qu'il n'a plus qu'un an de mandat. Donc, garder sa posture, je dirais, ne lui coûte rien, parce que ce qui va se passer pour la France dans un an, il s'en fiche complètement. Donc, je ne suis pas sûr que lui serait prêt. Il n'a pas d'échéance à terme pour lui, donc il ne va pas chercher à assouplir sa position, mais je pense que plus ça va avancer, plus les autres pays vont assouplir leur position. Parce qu'ils vont voir que plus on va se rapprocher de la fin de la guerre, ils vont se dire, moi, je veux aussi profiter des avantages. Ce que je fais ne sert à rien. Par contre, si je prends une position inverse, je peux peut-être profiter de la suite. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais à mon avis, ils ont tellement tiré sur la ficelle que même dans le processus de retour, ils seront perdants. Mais enfin, ça, j'en suis pas certain. Non, je ne le pense pas du tout. Je pense. Alors, cette négociation, l'accord de la Russie pour interrompre les bombardements pendant une semaine, à mon avis, n'est pas une volonté de dialogue. Puisque de toute façon, la Russie a affirmé depuis le début que dans un cas comme dans l'autre, elle avait donné dès le début de la guerre sa liste de courses, ce qu'elle voulait, les oblasts, démilitarisation, dénazification et la garantie par traité que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN. Donc ça n'a pas changé d'un iota et ça ne changera pas. Donc la volonté de dialogue de la Russie, ça veut dire sa volonté et son accord pour que les autres soient d'accord avec les conditions qu'ils ont fixées dès le départ. Donc je dirais que la position de la Russie, ça consiste à ne pas se faire embarquer ni dans le fait d'assouplir exagérément ces conditions, auquel cas elle se mettrait en danger elle-même parce qu'elle accepterait par exemple des troupes sur le sol ukrainien, etc., ce qu'elle ne doit pas faire, ni non plus une durcification de ces conditions dans lequel elle taperait du poing sur la table en disant ben maintenant si vous ne me donnez pas ce que je veux, je frapperai, ou qu'elle rentre dans le cadre d'une réponse aux provocations qui peuvent être faites par les uns ou les autres. Donc elle doit rester sur sa ligne, elle doit poursuivre son processus d'échec où elle met son adversaire en échec petit à petit, mais il faut énormément de sang-froid pour ça, parce que ça ne manque certainement pas de gens en Russie qui disent bon allez lâchez, là il faut faire la paix parce qu'on a besoin de faire des affaires, ou d'un autre côté de gens qui disent mais on est humilié, frappez-leur un grand coup pour que ça cesse. Et Poutine arrive à maintenir une ligne intermédiaire entre les deux, celle qui maintient depuis le début, avec beaucoup de fermeté. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire que Poutine est prêt à la paix, mais il est prêt à la paix aux conditions qu'il a fixées dès le départ. Donc, Trump le sait parfaitement, et ce que fait Trump dans cette affaire, c'est uniquement le fait d'habiller les choses et d'habiller le temps qu'il perd et d'habiller son impuissance pour qu'il ait l'air
de ne pas être le perdant d'une opération dont il est effectivement le perdant. Et je rappelle à ce titre que lorsque son ministre Marco Rubio a été interviewé par la journaliste américaine Megyn Kelly le 30 janvier 2025, c'est-à-dire 10 jours après l'intronisation de M. Trump, lorsque la journaliste Megyn Kelly lui dit « What about Ukraine ?» il répond « But Ukraine has lost ». Ça veut dire que dès l'intronisation de Trump, le camp de Trump sait parfaitement que la guerre est perdue par l'Ukraine. Donc, tout ce que fait Trump depuis cette époque, ça consiste à donner du temps ou à faire semblant de donner du temps à M. Poutine jusqu'à ce que Poutine lui dise « écoutez, j'ai tout ce que je veux, donc maintenant on peut signer la paix puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter puisque j'ai tout ». Voilà exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Monsieur Zelensky a un ami dans cette guerre, et c'est son seul et véritable ami, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais, son objectif aujourd'hui est uniquement celui de se remplir les poches et de remplir les poches de ceux qui sont autour de lui et qui sont prêts à le tuer le jour où il arrête de payer. Donc, il faut que ça dure le plus longtemps possible jusqu'au moment où, de toute façon, il n'y aura plus d'argent à prendre ni des uns ni des autres. Et tant que ce moment n'est pas arrivé, il n'arrêtera pas. Donc, en fait, si c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Kamtchatka oriental qui venait le voir en lui disant « on va vous donner $1 milliard », il dirait que le Kamtchatka est son meilleur ami. Donc, je pense, je dis ça sous forme de boutade, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut trouver une logique à cette guerre qui, géopolitiquement, n'en a pas, militairement n'en a pas, socialement n'en a pas, humainement n'en a pas et militairement n'en a pas, c'est uniquement si on regarde ce côté des choses, c'est-à-dire à qui le crime profite. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui.